pour cette nouvelle Hub conférence. Je vais vous dire un petit mot sur ces événements qui vous accueillent quasiment chaque semaine. Et je passerai dans quelques instants la parole à Laurent Bigorne qui nous fait l'amitié d'animer cette Hub conférence. Laurent dirige l'Institut Montaigne, mais il se présentera lui-même dans quelques instants et il vous présentera nos intervenants. Avant cela, vous dire que les Hub conférences, effectivement, c'est quasiment chaque semaine. 50 éditions depuis le lancement, avec 12 500 participants. Et l'idée de ces événements, c'est de se réunir, qu'on vienne de tout secteur, entreprises classiques, entreprises sociales, pouvoir public, monde académique. Les enjeux sont suffisamment importants aujourd'hui pour dialoguer, essayer de construire et co-construire des réponses à ces enjeux de société qui sont importants aujourd'hui. Et il n'y a pas un secteur plutôt un autre qui a les solutions, on le voit bien, mais les solutions elles viendront d'un dialogue entre tous. Les partenaires Accenture, Danone Communities, la mairie de Paris et le Crédit Coopératif nous permettent donc d'organiser chaque semaine ces événements, et puis également des partenaires médias, puisque l'idée c'est évidemment de réfléchir ensemble, mais aussi de pouvoir porter les solutions qu'on construit ensemble auprès du plus grand nombre. Et évidemment, les médias peuvent nous y aider lorsqu'ils ont envie de parler de choses positives, ce qui est malheureusement pas le plus fréquent, mais on se bat pour ça. Les Hub conférences sont proposées par le groupe SOS. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Froissart, je ne m'étais pas présenté, donc je suis vice-président du groupe SOS. Et ces Hub conférences vous sont proposées, organisées par le groupe SOS, qui, en deux mots, donc aujourd'hui 350 établissements, 12 000 salariés, et on travaille à montrer que l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire des organisations dans lesquelles la rentabilité n'est pas l'objectif premier, bien au contraire, puisqu'il n'y a pas d'actionnaire ou un actionnariat limité dans ces structures-là, permet de gérer au mieux des enjeux de société importants. Pour le groupe SOS, ça va être le cas pour la santé, on gère des hôpitaux, pour l'accompagnement du grand âge, la maison de retraite, donc montrer qu'on peut inventer l'hôpital ou la maison de retraite de demain, mais c'est également le cas sur le sujet de la solidarité au sens large ou de l'emploi avec la création d'entreprises d'insertion, et puis aussi l'éducation qui est au cœur de la conférence qui vous est proposée ce soir, puisque le groupe SOS accueille, héberge chaque année 10 000 enfants et adolescents en difficultés sociales, difficultés familiales, puisqu'on accueille beaucoup d'enfants qui sont en placement familial. Et évidemment, on va beaucoup s'inspirer des échanges de ce soir, parce que les gamins qu'on accueille dans nos établissements sont particulièrement en difficulté et ont particulièrement besoin d'avoir confiance en eux pour affronter la vie et la société dans son ensemble. Donc évidemment, le sujet de ce soir est au cœur des préoccupations d'une organisation comme le groupe SOS. Hub conférence, c'est aussi Hub Café, au Café Monde des Médias quand il brûle pas, place de la République. Mais rassurez-vous, il va bientôt renaître de ses cendres. En tout cas, on va tout faire pour, puisque c'est une belle organisation qui accueille souvent des événements de l'économie sociale et solidaire, qui est aussi une entreprise d'insertion, les gens ne le savent pas toujours. Donc ce qui fait qu'on va particulièrement se battre pour que cette structure renaisse vite de ses cendres. Hub, c'est aussi les Hub Pro, mais aussi Hub Campus, le réseau social des acteurs du changement, qui réunit quasiment 8200 membres à ce jour. Si vous n'êtes pas encore membre, dépêchez-vous, parce qu'il va se passer plein de choses en 2015. On va ridiculiser Facebook, mais pour ça, pour le voir, il faut être membre. Donc ne tardez pas trop à rejoindre Hub Campus. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je remercie William qui dirige les événements Hub et les Hub conférences, également Simon et Laure qui l'accompagnent dans cette belle aventure des Hub conférences quasiment chaque semaine. N'hésitez pas à retrouver le programme sur le site des Hub conférences. Je remercie Archipel qui nous accueille aujourd'hui. C'est la deuxième Hub conférence qu'on fait ici, puisque les Hub conférences, la spécificité, c'est qu'on tourne beaucoup dans les mairies d'arrondissement, dans des entreprises. Le Crédit Coopératif nous accueille assez régulièrement, dans des lieux culturels, la Gaîté Lyrique par exemple. Donc on essaye aussi d'être dans des lieux qui incarnent justement par leur diversité ce que vous êtes vous ici, puisque vous venez de tous les milieux, de tous les secteurs. Voilà. J'en ai assez dit. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, j'espère que je n'ai pas été trop long, et c'est un grand plaisir de passer la parole à Laurent Bigorne qui nous fait
encore une fois le plaisir d'animer cette Hub conférence et qui va vous présenter nos intervenants, qu'on merci une nouvelle fois aussi pour leur présence. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. On a envie de vous connaître un peu mieux et de savoir aussi quelles sont vos motivations pour être là ce soir. En tout cas, c'est ce qu'on se disait en aparté. Il y a des enseignants, n'hésitez pas à lever la main. Il y a quelques enseignants, il y a des chercheurs, il y a des parents d'élèves. Il y a des médecins, des étudiants. On commence à appréhender mieux la salle. Alors, puisque vous avez eu la gentillesse de vous présenter, on va le faire en 2 mots. Moi, je suis le passeur de plat ce soir. Je suis Laurent Bigot, je dirige l'Institut Montaigne, qui est un think tank, une sorte de laboratoire d'idées. On travaille sur quantité de sujets, notamment tout ce qui tient à la cohésion sociale, mais aussi à la compétitivité. Et on a un intérêt tout particulier depuis assez longtemps sur les questions d'éducation. On a, avec d'autres, un réseau qui s'appelle Financiel, produit un ouvrage à Sophie Vernet, qui a été l'architecte avec Alexia de Monterno de cet ouvrage il y a quelques temps déjà, qui s'intitule « Et la confiance, bordel ». Il ne s'agissait pas là de tendresse et de confiance, deux notions qui au fond se rejoignent, et qui a interrogé cette notion dans l'entreprise, mais aussi à l'école et bien au-delà, et qui, au final, avait pour vocation de montrer qu'il y a malgré tout des remèdes pour contrer cette société de défiance dont Yann Algan, qui d'ici, nous parlera tout à l'heure. Le plus important, c'est d'entendre nos 4 speakers ce soir et de leur laisser le maximum de temps disponible. Je vais leur demander à chacun de se présenter en quelques mots, parce que vous allez voir qu'on a la chance d'avoir un plateau extraordinairement divers, de par les centres d'intérêt et les personnalités qui sont ici réunies. Catherine, je vous laisse dire quelques mots de votre activité. Je suis médecin, je m'occupe d'enfants qui ont des troubles des apprentissages et dirige au sein de carrière, on va dire, un projet qui s'appelle Paris Santé Réussite, qui est un projet dans les quartiers défavorisés de Paris, à la fois de l'éducation nationale, à la fois du service de la mairie de Paris et également du centre référent que je dirigeais avant, sur le trouble des apprentissages. Enchanté, Yann Algan, professeur d'économie à Sciences Po. Je suis très heureux de cette invitation et d'être parmi vous ce soir. Je suis particulièrement spécialiste de l'évaluation des politiques publiques et surtout des politiques publiques qui essayent de développer la coopération au sein de sociétés, que ce soit dans le domaine éducatif, dans le domaine de l'entreprise ou dans la relation entre les citoyens vis-à-vis de leurs institutions. Jacques-Antoine Malarevich, normalement je suis psychiatre, normalement je ne sais pas trop. Pendant 10 ans, j'étais chef de service dans une clinique pour étudiants et lycéens où j'ai bien évidemment eu à me confronter journellement à des problèmes d'échec scolaire et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis là. François Tadei, je suis chercheur biologiste et j'essaie d'aider des vilains petits canards à développer leurs projets. On nous a demandé de faire en 2 temps. Je pense qu'on va un peu casser les codes parce que l'idée c'est de terminer aussi à l'heure. On va repartir de ce sondage dont Nicolas n'a pas parlé, mais je crois qu'il me revient de le faire. Je crois que dans le cadre des Hub conférences, vous allez demander aux internautes, c'est pas échantillonné, si au fond la confiance devrait être une matière scolaire à part entière. Loin de moi l'idée de pouvoir refaire les programmes. Je n'ai pas la compétence ni d'ailleurs la patience. Ils ont été 80% répondent que ce serait une idée salvatrice, 13% que ce serait inutile, 7% loufoque. Donc loin de nous, encore une fois, en votre nom, l'idée d'aller expliquer ce qu'il faudrait enseigner dans l'école de France et de Navarre. On voit néanmoins que la question de la confiance est un sujet qui s'est puissamment installé au cœur du débat public. On a d'ailleurs un des fautifs sur l'estrade, puisqu'il a commis avec Pierre Cahuc un ouvrage sur cette question de la défiance dans la société française, d'ailleurs en centrant sur d'autres institutions que l'école. Ça peut aussi bien être l'entreprise à travers les institutions
au dialogue social, on va le dire comme ça, mais il y a d'autres institutions qui méritent d'être auscultées et sans doute d'être revues à la lumière de cette économie comportementale. Est-ce que Yann, tu nous ferais un petit panorama de la situation de l'école française par rapport à cette question de la confiance et au fond le fonctionnement comparé de cette institution par rapport à d'autres pays? Et puis je proposerai à chacun de nos speakers de rebondir, sachant qu'on nous demande dans le cadre de la conférence d'avoir une deuxième partie qui soit plutôt tournée vers des propositions ou des projets, ce qu'on s'efforcera évidemment de faire également. J'essaierai de garder un temps pour les questions. Si vraiment, dans le débat, si on est d'accord entre nous, vous pensiez avoir une question qui va à la fois vous éclairer la salle et qu'elle ne peut pas attendre, levez la main et j'essaierai de la prendre le moment venu. Sinon, j'ai promis, j'essaierai vraiment de garder un quart d'heure à la fin pour pouvoir vous donner la chance d'interagir avec les uns et les autres. Yann, la confiance de l'école française en quelques minutes, qui est une gageure, j'en ai conscience. Oui, ou en quelques mots. Juste pour dresser un panorama de la situation, c'est vrai que la question de la confiance est centrale pour expliquer le bien-être et le progrès d'une société, mais cette question prend une acuité encore plus particulière en France et dans l'école française. Alors en France, pour une raison très simple, c'est que l'ensemble des enquêtes internationales, que ce soit des enquêtes déclaratives ou comportementales, montrent que les Français souffrent vraiment d'un déficit de confiance et d'une absence de sentiment de réciprocité dans leurs relations avec les autres. Et en ce sens, on est vraiment très spécifique par rapport à l'ensemble des autres pays qui peuvent avoir des modèles sociaux aussi différents que les pays anglo-saxons, les pays nordiques ou l'Allemagne, les pays méditerranéens. Et ce déficit de confiance, il se manifeste aussi bien vis-à-vis des institutions publiques, au sein de l'entreprise et au sein de l'école, et on va revenir sur cette question. Alors c'est un problème clé parce que ce que nous montre vraiment l'économie comportementale et plus généralement les sciences sociales ou les sciences dures, c'est que la confiance est essentielle, pas uniquement à la croissance économique, c'est pas l'économiste qui vous parle ce soir, la confiance est certainement le point névralgique pour pouvoir développer l'épanouissement des citoyens et pour expliquer leur bien-être. La qualité des relations sociales dans une société explique beaucoup plus le bien-être des citoyens que le revenu. Partant de là, on comprend un peu mieux le mal-être français, pas un mal-être individuel, les Français sont relativement satisfaits de leur vie, mais un mal-être collectif, de se projeter dans une société qui est souvent très verticale dans ses relations entre les citoyens avec les institutions, verticale au sein de l'entreprise, beaucoup plus que dans n'importe quel autre pays. Et donc l'interrogation, c'est de se demander, est-ce que cette verticalité ne commence pas dès l'école ? Et effectivement, on a été assez surpris, nous, dans nos enquêtes internationales, où on s'est associé avec PISA ou avec Teams et Pearls, des grandes enquêtes internationales, où on a essayé de bien comprendre les méthodes pédagogiques dans les différents pays, de constater que la France était un peu singulière dans des méthodes pédagogiques plus sous forme magistrale que sous forme de travail en groupe. Alors, je vais vous parler de chiffres qui datent maintenant, il y a eu quand même des progrès, et je vais essayer d'être très, très optimiste dans un instant, mais c'est vrai que si vous regardez les enquêtes Pearl sur les méthodes pédagogiques, 2/3 des jeunes Français à l'âge de 13 ans vous diront passer l'entièreté de leur temps à prendre des notes au tableau, et la majorité d'entre eux n'ont jamais travaillé en groupe de toute leur scolarité. Alors c'est surtout vrai dans les filières généralistes, moins dans les filières professionnelles, mais c'est quand même quelque chose qui alerte et qui est très associé au sentiment un peu d'absence de réciprocité et aux faibles capacités de coopération des Français s'ils ne sont pas, dès le plus jeune âge, amenés à coopérer. Donc là, c'est un tableau qui est nécessairement très caricatural, très frustre. Et ce qu'on essaye maintenant de faire, c'est de rentrer un peu plus dans le détail, et ça va être l'occasion de cette discussion. Parce que tout d'abord, on s'aperçoit qu'il faut... Le diable est dans le détail, il y a vraiment une granularité. Si vous interrogez les jeunes Français sur leur niveau de confiance, par exemple, vis-à-vis des enseignants, la confiance est très élevée. Lorsqu'on les interroge sur la capacité des enseignants à leur apporter toujours une aide s'ils en ont besoin, on a des scores assez remarquables. Mais si vous demandez aux enfants, est-ce que vous avez l'impression que les enseignants sont juste avec vous, qu'un enseignement de justice, là, en revanche, il y a un sentiment d'injustice beaucoup plus profond. Donc on sent bien que c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que ça vient des problématiques du programme qui sont pour eux infaisables et pas uniquement d'une relation de conflictualité ?
En revanche, on vient d'analyser un grand programme de harcèlement à l'école et on s'aperçoit qu'il y a un sentiment d'absence de coopération entre enfants qui est beaucoup plus élevé dans notre pays que dans les pays nordiques ou même dans les pays anglo-saxons. Et donc, peut-être que l'un des objets de ce soir, c'est d'essayer de comprendre pourquoi et de rentrer plus de terminer sur des analyses positives en disant comment est-ce qu'on peut remédier à cette situation. Un micro. Je discutais en aparté avec Jacques-Antoine tout à l'heure des grands facteurs ou des grands mots qu'il a traités dans sa carrière. Vous avez eu des mots assez forts, vous avez dit qu'au fond vous aviez eu à connaître l'échec scolaire sous son versant dramatique. Ces mots que vous avez utilisés, disant que par ailleurs vous pouvez renvoyer un refus de grandir ou un refus de maturer, et qu'en même temps la confiance, c'était pas seulement la confiance en soi, c'était aussi la confiance en l'autre. Yann vient de nous en parler. Quelle est la part, quel facteur au fond dans le travail que vous avez pu conduire de l'interaction, de la relation entre, qu'elle est modélisée, on ne va pas être caricatural ni trop généraliste, mais entre l'enfant ou l'élève et l'enseignant dans le système français, selon ce qu'on pouvait en savoir? Oui, j'ai envie de reprendre ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire je pense qu'effectivement, plus on est dans l'individualisme, plus on est dans la rivalité, ça se retrouve, je pense clairement à l'école par rapport à l'évaluation et dans l'entreprise ultérieurement. Et j'ai envie de dire, la question de la confiance en soi, à la limite, n'est pas un problème de psychologue ou de psychiatre, parce qu'il me paraît totalement impossible de dissocier la confiance en soi et la confiance en l'autre. Ça va ensemble, ces deux trucs-là. C'est-à-dire de considérer ce qui est quand même la majorité des approches, que la confiance en soi, c'est un truc qui se construit dans la petite enfance, l'enfance, etc., etc. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez dépassé maintenant, parce que, à la limite, ne pas avoir confiance en soi et avoir trop confiance en soi, c'est aussi problématique. Et c'est aussi quelque chose qui n'est jamais totalement acquis. Je crois que dans n'importe quel métier, et d'une certaine façon c'est heureux, moi ce que j'appelle le complexe d'imposture ou le sentiment d'imposture est quelque chose d'extraordinairement utile. Et si je vais plus loin encore avec ça, donc pour répondre rapidement à cette question, je me suis aperçu au bout d'un certain temps que finalement, être en échec, évidemment j'entends ici un échec scolaire, c'est également une compétence. Et que aborder ça également, je ne dis pas uniquement bien évidemment, mais également en termes de compétences, c'est une chose qui est d'abord surprenante pour l'enfant, mais qui renvoie l'enfant par définition à des compétences. Là, comme c'est contre-intuitif, il faut nous expliquer en quoi c'est une compétence. Je crois avoir compris, mais... On peut prendre un exemple. On peut prendre un exemple, c'est que je me souviens il y a quelques années, il y avait un nouveau concours. Micro. Il y avait un nouveau concours et les étudiants, étant donné que c'était un nouveau concours, étaient incapables d'évaluer effectivement le niveau du concours. Donc je parle dans un milieu institutionnel, dans un milieu psychiatrique. Et un certain nombre de patients, en l'occurrence, ont passé ce concours, et ceux qui l'ont réussi sans le faire exprès, dans l'impossibilité d'évaluer le bon niveau, étaient les plus déprimés après coup. C'est-à-dire, on voit aussi souvent, en tout cas en psy, dans des contextes évidemment un peu plus difficiles, le fait que beaucoup d'étudiants, de lycéens, ratent de très peu, ce qui est encore meilleur, j'ai envie de dire, et ça renvoie à ce que vous mentionniez tout à l'heure, c'est-à-dire, en l'occurrence, la difficulté de grandir, parce que je pense que notre société est également très violente vis-à-vis des enfants, des adolescents. On leur demande de se déterminer le plus rapidement possible, 16, 17 ans, voire quelquefois avant, tout en sachant qu'on vit de plus en plus longtemps et qu'on va avoir plusieurs métiers dans la vie. Donc je pense aussi qu'il y a une certaine violence, et que moi je retrouve, encore une fois, de mon petit point de vue de psy, aussi bien à l'institution qu'avec les familles, vraiment comme une constante chez ces jeunes, tout simplement ce qui paraît totalement irrationnel, c'est-à-dire, moi je dis souvent, je leur dis, ils font la grève, ils n'ont pas envie de grandir. Et que la meilleure façon de ne pas grandir, c'est de se mettre en échec scolaire, c'est en cela que j'aborde cela sous la forme paradoxale d'une compétence. On en discutera tout à l'heure avec la salle, je vois qu'il y a des réactions. On va continuer cette exploration des facteurs de non-confiance. J'entendais, François, je me tourne vers toi, Yann nous parlait au fond de la verticalité de l'école. Je l'entendais parler de la faiblesse de la coopération. Or, je sais que toi, tu développes des projets, d'ailleurs à tout niveau, où il n'y a pas de verticalité, mais plutôt de l'horizontalité, où il y a justement énormément de coopération.
Tu peux nous en dire un mot et essayer d'illustrer le propos de Yann hein, sur ces deux sujets? Je pense que si on met les enfants en compétition, il y en a forcément qui vont mieux réussir que d'autres. Et ceux qui vont le mieux réussir vont peut-être avoir confiance en eux parce qu'ils auront mieux réussi, mais les autres, par définition, c'est mal barré. Et comme en plus le système fonctionne en mettant ensemble tous ceux qui ont été les meilleurs d'une compétition dans les systèmes d'avant, progressivement, il y en a de moins en moins en fait qui finissent par avoir vraiment confiance en eux parce que des majors dans tel ou tel concours, il y en aura forcément très très peu. Donc ça, le système est conçu pour mettre les gens en compétition à l'échelon national et donc avoir très très peu de gens qui n'ont jamais eu de mauvaise note par exemple. Je pense que donc ça nous est probablement tous arrivé à moins qu'il y ait des exceptions dans la salle, mais donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a des systèmes qui sont des systèmes basés sur la confiance. Et c'est souvent des systèmes où non seulement les enseignants font confiance dans les enfants, et tendent à promouvoir leur confiance, mais où l'éducation, enfin les établissements font confiance dans les enseignants, les collectivités locales font confiance dans les établissements, et l'État fait confiance dans les collectivités locales. Nous, on a un système qui est basé sur le contrôle systématique. Donc il y a vraiment deux systèmes radicalement différents, et il y a des pays qui ont basculé de l'un à l'autre. Avec beaucoup de succès, la Finlande par exemple, on pourra y revenir si vous voulez. Donc ça c'est le premier point. Et donc effectivement, quand on va dans des classes finlandaises, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a des cadres de liberté, qu'il y a de la coopération et des interactions très horizontales entre les enfants. Donc nous, on a fait ce genre de choses d'abord à l'université, en invitant les étudiants à créer leurs propres projets et à collaborer entre eux. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire avec des étudiants toujours plus jeunes. Et donc là, on est en train de faire des choses en maternelle. Donc on a fait tout de la maternelle au doctorat. Et on essaye de travailler à la fois sur cette confiance, mais sur 4 autres C, créativité, coopération, communication et critique constructive. Donc je vais rapidement montrer... Même 5 avec critique constructive. Oui, mais justement, la critique est souvent négative en France. Et donc, ce qui compte, c'est effectivement de travailler sur ces capacités constructives. Donc, je vais essayer rapidement d'illustrer en quoi est-ce qu'ils permettent de faire avancer la confiance. Si on a pu monter un projet créatif et qu'on est fier de sa création, forcément, son niveau de confiance va remonter d'un cran. Si on a coopéré avec d'autres, et qu'on a réussi à aider les autres et à être aidé par les autres, on a confiance en soi, on a confiance dans les autres, ça va avoir un effet positif. Si on est capable de recevoir une critique constructive et d'exprimer une critique constructive, encore une fois pas des critiques négatives parce que ça on voit bien que ça n'a pas forcément joué sur la confiance, on va pouvoir être dans cette dynamique de confiance. Et si on est capable de communiquer ces idées clairement, c'est-à-dire de prendre en compte d'une part profondément ce au quoi on croit et d'être capable de prendre en compte l'autre et ses attentes, alors on est vraiment capable de communiquer et on va être content de cette communication et donc on va avoir confiance les uns dans les autres. Et donc en fait tous ces C rentrent en résonance les uns avec les autres, j'ai pas le temps de décliner tout ça, mais fondamentalement on peut créer des environnements pédagogiques dans lesquels les enfants travaillent simultanément ces dimensions tout en acquérant tout un tas de compétences beaucoup plus classiques, disciplinaires, parce que les enfants, partant de leur questionnement et de leur dynamique collective, peuvent aller beaucoup plus loin, parce que ça n'est pas un savoir imposé d'en haut, mais il y a une émergence et une co-construction en fait, des connaissances ensemble. On continue toujours cette exploration. Alors je vais me tourner vers Catherine. Vous avez sans doute vu que dans PISA, peut-être que maintenant on s'est habitué, on s'est accoutumé à cette espèce de sortie tous les 3 ans qui interroge notre système, qui me questionne, et je pense que c'est très sain qu'on soit ainsi regardé, qui ont beaucoup de choses à dire, mais c'est très très sain qu'il y ait cette récurrence. Vous avez sans doute vu qu'on nous dit, et Yann l'a rappelé, qu'il y a des items qui font de l'école française une des écoles qui pose le problème de la confiance. Et sachant qu'il y a ensuite des débats de spécialistes qui sont intéressants pour savoir dans quel sens exprimer la corrélation. C'est-à-dire que, au fond, est-ce que c'est le manque de confiance qui va engendrer une mauvaise performance globale du système, ou c'est au contraire la mauvaise performance qui va nourrir l'absence de confiance? Je n'ai pas la réponse, je ne sais d'ailleurs pas si quelqu'un a. Moi j'aimerais bien qu'on interroge Catherine qui travaille qui a travaillé, qui continue de le faire auprès d'enfants à la fois très jeunes, de 4 ans à l'adolescence, on va dire, au début de l'adolescence, pour qu'elle puisse à la fois nous dire au fond comment ces enfants vivent l'échec et
et quel type de solution, quel type de remède on peut porter à des enfants qui souffrent de déficits cognitifs très forts quand ils arrivent entre vos mains, si j'ose dire. J'ai assez envie de me décentrer par rapport à tout ce qui a été dit, qui est complètement exact et sur lequel je n'ai pas de commentaire, en tout cas pas de critique négative, pour essayer de parler de l'individu. Parce qu'en fait, moi, il est toujours très intéressant d'avoir des idées générales, et je crois que dans ce qui a été dit, il y a les 5C ou les 4C sont absolument fondamentaux. C'est vrai aussi que notre système éducatif est un système éducatif qui semble pénaliser les enfants et plutôt les juger que les encourager. Mais un des éléments qui est essentiel, c'est on va dire la grande différence entre les enfants, même à difficulté constante. Et j'ai envie d'illustrer ça par deux couples d'enfants, si je puis dire. Un des couples, ce sont deux frères qui présentent ce qu'on appelle pompeusement une dyslexie, c'est-à-dire que c'est des enfants qui, alors qu'ils sont intelligents dans un bon milieu, avec un bon langage, de façon inattendue, ont eu beaucoup de mal à apprendre à lire et sur le plan de l'orthographe. Le frère aîné a eu vraiment beaucoup de mal. Le plus jeune frère, beaucoup moins de mal. Et le frère aîné, de façon assez paradoxale, était un enfant qui écrivait beaucoup, des textes extrêmement longs, totalement illisibles en général, du fait de sa dysorthographie. Souvent, c'était des jeux de pistes un peu compliqués pour son jeune frère. Et il est maintenant au collège, en 4e, dans un refus absolument de pouvoir parler de ses difficultés. Qu'il n'est pas dyslexique. Anselme dirait qu'il ne faut pas enfermer les enfants dans des diagnostics, et j'en suis tout à fait consciente, mais lui refuse à tel point qu'il accepte le coup qui est que ses copies, avec ses expressions écrites, soient raturées de fautes d'orthographe. Son plus jeune frère, qui a une dyslexie beaucoup moins sévère, 2 ans de moins, lui par contre ne supporte absolument pas ces difficultés. C'est-à-dire que il est dans une perte de moyens dès qu'il y a une activité d'orthographe qui est complètement démesurée par rapport à la réalité de ses difficultés. Donc on a là une espèce d'opposition entre difficilement compréhensible, ce sont des enfants qui ont été dans les mêmes écoles, donc des enfants qui ont la même famille, évidemment on n'a jamais les mêmes parents, mais quand même les mêmes familles. Et le deuxième exemple, qui est un de mes souvenirs très frappants, c'est le privilège de l'âge, j'ai suivi des enfants jusqu'à l'âge adulte, et dans un suivi d'enfants qui présentaient des troubles sévères du langage oral, c'était des enfants qui à 10 ans avaient beaucoup de difficultés encore pour s'exprimer, trouver leurs mots, les prononcer, faire des phrases, etc. Et à 10 ans, on avait suivi une cohorte d'une quarantaine d'enfants de ce genre, et il y en avait à l'époque, c'est plus comme ça maintenant, il y en avait 30 sur 40 qui ne savaient pas lire à 10 ans. Et ceux qui savaient lire n'étaient en fait pas ceux qui avaient le trouble le plus sévère, mais c'était ceux qui étaient dans les milieux les plus favorisés, où ils avaient été beaucoup plus suivis. Peu importe, c'est pas le sujet. Et on les a suivis et revus à l'âge adulte, c'est 40, et ce qui m'a frappé, c'est les deux extrêmes. L'un qui était un adulte, donc complètement non-lecteur, extrêmement bien intégré dans son village, de manutencier, alors qu'il était tout à fait intelligent, il aurait pu faire autre chose. Il avait une vie personnelle tout à fait normale. Et l'autre extrême, c'est celui qui a été le plus loin
dans cette cohorte sur le plan de ses diplômes, puisqu'il avait un BTS, il a eu son bac, ce qui est assez exceptionnel avec ce type de pathologie, et qui était dans une souffrance par rapport à ces difficultés de parler, qui a amené à demander donc un statut d'employé handicapé, alors qu'il avait beaucoup de diplômes, alors que l'autre qui ne savait pas lire, finalement, a vécu une vie tout à fait normale. Donc si vous voulez, je vais m'arrêter là, mais c'est juste pour dire qu'il y a les éléments généraux qui sont très importants. C'est vrai que quand on voit une classe Montessori comme celle de Céline Alvarez, on se dit que quand même ce serait bien qu'on comprenne que les enfants entre eux, dans un groupe coopérant, et c'est vrai que ce sont des choses qu'on utilise beaucoup, les groupes de parole et pour les enfants et pour les rééducateurs, les enseignants, etc. Parce que c'est assez constructif, justement. Mais il y a aussi l'individu et la nécessité d'être assez attentif à l'accompagnement des particularités de chacun. Habile transition, c'était vraiment pas programmé, mais je voulais me tourner à nouveau vers Yann pour ce deuxième tour de parole, pour casser au fond, situer le rôle des enseignants. L'école, c'est aussi une communauté d'enseignants. Est-ce qu'on a, Yann, des évidences scientifiques sur le rôle des enseignants, dès lors qu'effectivement il s'agit de transmettre, de donner, d'encourager la confiance, de quel ordre? Est-ce que c'est plutôt des expériences françaises, étrangères? Est-ce qu'on a du matériel scientifique qui permettrait de passer, parce que c'est grave, au passage à l'échelle, et de créer, au fond, de façon un peu plus systémique, de la confiance dans un système dont on a vu, à travers cette première exploration, qu'il en manque un peu? Deux éléments de réponse. Le premier, je reviendrai sur... tout d'abord, en règle générale, ce que nous dit vraiment toutes les expérimentations où on a eu des suivis de cohortes aux États-Unis pendant 40 ans d'enfants, c'est que l'effet enseignant joue un rôle majeur en règle générale. Je ne parle pas juste de la confiance, mais si vous voulez expliquer les capacités d'insertion professionnelle des jeunes, finalement, ce qui explique l'essentiel, c'est pas la taille de la classe, par exemple, mais c'est l'effet enseignant. Il y a eu de très très belles études comme ça par Kruger, un spécialiste de ces questions. Deuxième élément de réponse, c'est lorsque tu soulevais, est-ce qu'on connaît vraiment le sens de causalité entre confiance et résultats scolaires, ou l'inverse, résultats scolaires qui explique la confiance? En fait, on a quand même maintenant de plus en plus d'éléments de réponse à partir d'expériences d'évaluation qu'on appelle des évaluations aléatoires, randomisées, des grands programmes qui, comme en médecine, vont comparer un groupe qui va être affecté par la politique éducative, un groupe de contrôle. Et vous avez en particulier une étude qui s'appelle le Perry-Prescorn de Jim Heckman, qui a eu lieu donc maintenant il y a plus de pratiquement 40 ans dans des quartiers très pauvres de Chicago. Et la réponse de Heckman est quand même assez incroyable, c'est que cette intervention était très spécifique sur des compétences cognitives, scolaires, un soutien, d'accord, vraiment au contenu scolaire sur des très jeunes enfants. Leur capacité académique s'est effectivement développée au cours de l'enfance, et puis après, au moment de l'adolescence, les capacités académiques se sont complètement ont diminué et sont revenus au même niveau que le groupe de contrôle qui n'avait pas été traité par cette intervention. Et pourtant, ces jeunes, plus tard, se sentent beaucoup mieux, ont une meilleure santé, s'insèrent beaucoup mieux sur le marché du travail. Donc il y a une espèce un peu de ce qu'on appelle un résidu. Ces personnes, ces jeunes s'en sortent beaucoup mieux à long terme, et pourtant ce n'est pas le mécanisme de capacité cognitive qui explique ce résultat-là. Parce que c'est revenu exactement au même niveau que le groupe qui n'a pas du tout été affecté par la politique. Et ce résidu, tout ce qu'essaye de faire maintenant la recherche, c'est essayer de décortiquer, de comprendre d'où il vient, et de nombreuses évidences montrent qu'en fait ça vient vraiment du développement des compétences sociales. Et il y en a de deux sortes qui sont vraiment les plus fondamentales. La première, c'est justement les capacités de coopération, ou alors surtout ce qu'on appelle un peu de perspective taking, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et ça se développe pas à n'importe quel âge, donc il faut savoir à quel moment on peut bien intervenir. Mais c'est essentiel pour votre réussite et scolaire et après en tant qu'être humain.
Et la deuxième compétence qui est vraiment essentielle, c'est celle qu'on appelle vraiment d'autonomie décisionnelle, de self-control, avec des travaux assez remarquables d'Angela Duckworth qu'elle appellera Grit. Et on essaye nous-mêmes ici en France, je salue la présence de Françoise Lyon d'Énergie Jeune ici, qui essaye vraiment de développer ça pour lutter contre l'échec scolaire au collège, et on essaye d'évaluer ce programme. Et c'est vraiment les deux compétences absolument essentielles pour pouvoir comprendre et la réussite académique et ensuite vraiment votre développement. Alors, je termine juste par l'effet de prof dans cette caractéristique. Ce dont on est sûr, c'est qu'on ne s'improvise pas médiateur, par exemple. On ne s'improvise pas non plus tout d'un coup professeur qui est capable de faire travailler en coopération. Il ne suffit pas de mettre des jeunes enfants autour d'une table en groupe pour pouvoir vraiment développer des capacités de coopération. Donc, naturellement, la formation des enseignants est absolument fondamentale. Je vais vous en donner juste une petite évidence décalée. On nous a demandé récemment d'évaluer le programme de lutte contre le harcèlement à l'école. Donc, c'était le programme de Éric de Barbieux et d'une association qui s'appelle France Médiation, qui intervient aussi bien à l'école primaire qu'au collège. Donc, on l'a fait sur des milliers d'élèves, sur des centaines d'établissements. Et ce qui est très étonnant, donc le harcèlement est un problème spécifique en France, hein, la violence, enfin spécifique en France, on a à peu près 10% de jeunes harcelés en France, de personnes qui reçoivent quotidiennement des violences. Et lorsqu'on a essayé de mettre en place le système de formation, de médiation par les pairs, on a eu affaire à des médiateurs de nature complètement différente. Certains n'étaient pas du tout formés à la médiation, d'autres beaucoup. On a même mesuré les compétences sociales de ces médiateurs, quelle était leur capacité eux-mêmes à faire confiance aux autres, avec des indicateurs comportementaux. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que cette intervention est efficace à l'école ou au collège pour renforcer la coopération, pour lutter contre la violence et pour améliorer aussi les compétences cognitives, mais uniquement lorsque le médiateur lui-même était quelqu'un de très très bien formé, avait des niveaux de compétences sociales largement supérieurs à la moyenne. Donc oui, effectivement, l'effet professeur se retrouve aussi dans cette dimension. Donc la formation des enseignants, on va se positionner un peu en jeu de rôle un instant, et je vais faire la même question aux trois autres speakers. Le gouvernement actuel a décidé de mettre l'accent sur le recrutement assez massif de nouveaux professeurs, non seulement le remplacement des départs à la retraite, mais aussi la recréation d'un certain nombre de postes. Et puis il a décidé aussi, c'est le sens de la loi sur la refondation, de recréer les écoles supérieures du professorat. Au fond, sur la base des échanges qu'on a ce soir, mais plus sûrement encore sur la base de votre expérience, si vous aviez à participer au design de ce cursus dans les SP, si vous aviez à former le bagage ou viatique, je ne sais pas comment dire, des enseignants du premier, du second degré, d'ailleurs vous pouvez choisir votre degré, vous auriez envie d'y mettre quoi prioritairement si on voulait au fond tirer ou améliorer l'école dans le sens dont on a décrit ce soir. Je commence par vous. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette valise, dans ce bagage de formation? Je voudrais simplement un peu rappeler quand même ce qui s'est passé par rapport à, il y a quelques mois déjà, par rapport à l'idée de supprimer les notes. En tout cas, c'est ce qu'on a gardé d'un projet qui a disparu, qui est tombé dans la trappe assez rapidement, et qui quand même soulevait des problèmes intéressants qui, je pense, concernent la confiance, puisqu'il s'agit de l'évaluation. Donc malheureusement, c'est fini, on n'en parle plus, on ne va plus en parler probablement pendant un certain temps, ce qui est vraiment très dommage, je pense. Bon. Donc l'autre chose, alors... Ça veut dire que vous mettrez dans ce bagage dont je parlais, dans cette valise, un peu plus de compétences docimologiques, ou justement comment faire disparaître les notes, ou comment apprendre à évaluer différemment? Oui, exactement, oui, autrement que par les notes, parce que le public et les médias ont retenu uniquement ça, alors qu'il y avait d'autres choses dans le projet, enfin il y avait d'autres niveaux de réflexion par rapport à ça. C'est-à-dire, quand on parle de l'évaluation, ça a été dit tout à l'heure, c'est surtout l'évaluation négative, c'est-à-dire l'enfant craint la note. Et c'est quand même quelque chose qui est assez décourageant, qui va totalement à l'encontre de la reconnaissance. Alors, évidemment, par rapport à la formation des professeurs, ça a été dit, je pense qu'il y a d'abord la coopération et le relationnel. Je pense qu'il n'y a pas que le cognitif au sens intellectuel du terme, ou l'intelligence, il y a aussi le relationnel, c'est-à-dire, je pense qu'on se soucie relativement peu des compétences relationnelles
des élèves. Alors ça, c'est un problème de formation ou de recrutement? C'est un problème de formation et de recrutement, parce que ça demande de la formation pour effectivement pour aider les élèves dans leurs compétences relationnelles. C'est ce que tu disais, c'est autre chose que le pur cognitif. Hein. C'est vraiment aussi important, sinon davantage. Je vais préciser ma question, mais elle s'adresse à tous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire par l'information, parce qu'on peut toujours former du capital humain, c'est je crois quelque chose d'assez compréhensible par tous. Mais est-ce qu'au final, la façon dont aujourd'hui recrute l'éducation nationale, essentiellement sur la base de concours, qui sont des concours particulièrement secondaires à portée plutôt cognitive. Oui. Est-ce que vous remettez en cause ce type de recrutement? Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il faut changer ça? Est-ce qu'il faut être plus audacieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On est très loin des hussards noirs de Peggy, c'est-à-dire c'est quand même un métier qui est relativement dévalorisé maintenant, qui n'est pas très bien payé, etc. Donc je veux dire, en termes de reconnaissance au niveau social, c'est quand même pas terrible. L'autre chose qui me paraît importante, c'est la coopération avec la famille. C'est-à-dire que malheureusement, souvent dans l'école, il y a une lutte entre les familles, les parents plus exactement, et les professeurs. Et bon, je pense que ça a été assez bien identifié, mais c'est quand même très problématique parce que c'est souvent l'élève qui en est, je vais un peu exagérer, qui est la victime de cela. Et donc, parce qu'il est au milieu d'un enjeu qui le dépasse d'une certaine façon, et cette absence de coopération, souvent entre les parents et les professeurs et l'école en général, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui devrait évoluer. On ne peut pas parler de coopération en classe si on n'en parle pas au niveau des adultes. Il faut que les adultes se montrent capables de coopérer eux-mêmes. En tout cas, j'ai déjà trois compétences dans ma valise. Est-ce que, François, tu veux rajouter un certain nombre de briques, de blocs, d'éléments? Moi, je pense qu'on est d'accord sur tout ce qui a déjà été dit. Je pense que une des attitudes qui apparemment fonctionne bien quand on fait des comparaisons internationales, c'est les pays qui fonctionnent le mieux quand il y a un enfant à une difficulté. L'enseignant se met en position de chercheur de solutions. Plutôt que de dire j'ai un programme, il faut que je m'occupe des autres. Et donc ils évitent qu'un élève décroche. Chez nous, on les laisse décrocher un par un, à la fin il y en a 150 000 qui ont décroché. Et donc on est vers une catastrophe par rapport à ça. Donc la capacité de former l'enseignant à se dire qu'il se doit de chercher des solutions. Et comment est-ce qu'il va chercher ces solutions? Déjà dans sa formation initiale, on peut lui montrer qu'il n'y a pas une seule manière d'apprendre qui est d'être dans un amphi et de parler verticalement, un petit peu ce qu'on est en train de faire, excusez-nous, mais leur montrer qu'il existe différentes méthodes pédagogiques et que certaines ont été évaluées comme plus performantes que d'autres, mais que très souvent il y a des effets profs et des effets contexte. Et qu'en fait, ce qui compte, c'est qu'eux-mêmes sachent quelle est la méthode pédagogique qui fonctionne le mieux pour eux avec les enfants dont ils ont la charge. Et en particulier, s'il y a un petit canard ou un enfant qui a une difficulté, il va peut-être falloir qu'ils adaptent les choses différemment. Et je pense que ce que vous avez dit aussi me paraît très important sur si on veut qu'ils enseignent aux enfants à coopérer, il faut eux-mêmes qu'ils aient coopéré pendant leur formation. Donc il faut les mettre dans leur formation, dans l'attitude que l'on veut qu'ils aient vis-à-vis de leurs élèves par la suite, qu'ils accompagnent leurs élèves comme ça. Donc typiquement, si tu les mets uniquement dans des amphis pour prendre des notes sur les pédagogies coopératives, c'est mal barré, quoi. Donc ça paraît assez évident, mais c'est pas exactement comme ça que c'est Ce pratique. qu'on vous propose, c'est de continuer la conférence jusqu'à 8h demain matin. On va vous prendre par petits groupes maintenant. Moi, j'ai un sujet, Françoise, comment on fait le passage à l'échelle? Parce que le système que tu décris, évidemment, on y adhère. On va voir quelles sont les réactions de la salle dans quelques instants, mais comment est-ce qu'on fait quand il s'agit d'être face à un système de 800 000 adultes, ou même de 40 à 70 000 en fonction des années enseignants nouveaux qui sont recrutés? Comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle? Alors, je pense que quand on regarde les systèmes qui bougent, quels qu'ils soient, moi je suis un biologiste de l'évolution, j'ai étudié les systèmes biologiques et leur évolution, mais vous pouvez travailler sur des organisations de différentes tailles, il faut systématiquement investir dans la capacité à s'adapter au changement. D'accord? Alors ça peut s'appeler de la R&D, ça peut s'appeler de l'innovation ascendante, ça peut s'appeler de plein de manières. Ça doit inclure la formation initiale et la formation continue. Et donc si on met de l'argent sur ce genre de choses et qu'on a la modestie de penser qu'on n'est pas le meilleur système au monde, mais qu'on va aller chercher aussi ce qui se passe ailleurs, et donc on fait aussi une veille internationale, si on est capable d'avoir ces différentes dimensions, il peut se passer des choses très intéressantes. Donc, par exemple, la veille internationale, tu peux demander aux ambassades de le faire, ou tu peux dire, tiens, on va offrir des années sabbatiques à certains de nos profs pour leur offrir la possibilité d'aller voir ailleurs. Quand tu remets l'équivalent d'1% du
budget supplémentaire pendant quelques années, tu peux dire, une année on va faire beaucoup de formation continue, beaucoup de formation initiale, beaucoup de R&D, beaucoup de veille internationale, on va s'intéresser au numérique, on peut systématiquement, quand on a une politique d'investissement comme on le fait en ce moment, pour mettre plus d'argent dans l'éducation nationale, on peut contribuer à investir pour la mettre en mouvement. Donc je pense que c'est très important, c'est de contribuer à cette mise en mouvement, qui est la mise en mouvement des acteurs locaux, et éventuellement de capitaliser sur ce qui se passe de plus intéressant localement en France et à l'étranger, et via la formation continue, le transmettre à tous ceux qui voudront le faire. Je précise qu'à ce moment de l'exposé de François, si j'étais journaliste, ce que je ne suis pas, je devrais dire, et c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc, si vous demandez différents ministères, je ne parle même pas des entreprises privées qui ont des budgets de R&D, de formation continue, c'est même obligatoire, c'est dans la loi, où il y a des avantages fiscaux très importants pour pouvoir le faire. Le budget de R&D du ministère de la Santé, ou du ministère de la Défense, ou du ministère des Transports est important. J'essaye depuis un certain nombre d'années d'avoir le budget de R&D du ministère de l'Éducation nationale, je n'arrive même pas à avoir l'information. Donc je pense qu'il y a une vraie difficulté par rapport à ça, c'est que si tu n'investis pas dans ta capacité à te remettre en question et à créer une dynamique, il ne faut pas s'étonner d'être toujours plus en décalage avec une société qui, elle, évolue très vite, des attentes d'enfants qui évoluent très vite, des technologies qui évoluent très vite, et des situations conflictuelles telles que Charlie ou autres que l'on voit arriver. Donc effectivement, je pense qu'il y a une prise de conscience de toujours plus d'acteurs, et néanmoins, le système a une inertie assez impressionnante parce que, dans l'ensemble, j'ai même vu un inspecteur général l'autre jour qui me dit « François, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais je n'ai pas le droit de le dire. » Je dis « Mais alors, qui a le droit de le dire? Est-ce qu'il faut faire une tribune pour demander le droit à la liberté d'expression, non pas pour Charlie, mais pour l'inspection générale ?» Donc voilà, je pense qu'on est confronté à un système dans lequel beaucoup voudraient que ça bouge, mais tous pensent que les autres, ne le souhaitant pas, ils n'osent pas avancer. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de créer la confiance dans le mouvement, la confiance dans la capacité de chacun à s'exprimer et à demander à ce que les choses se mettent en mouvement. Bon, on progresse, parce que dans ma valise, il y a des choses qui touchent à une forme d'évaluation plutôt positive que négative. Il y a des compétences qui doivent se construire, et pas seulement du cognitif. Il y a une capacité à créer de la coopération, en tout cas à aller chercher les familles. Il y a former l'enseignant au fond à la résolution de problèmes, et principalement du problème des élèves. Il y a beaucoup de R&D. Il y a des années sabbatiques à l'étranger, c'est peut-être le truc le plus vendeur de ma valise. Plus la libération des groupes de parole de l'inspection générale, mais là, je ne vais pas aller sur ce terrain parce que j'aurais personnellement beaucoup de choses à dire. Vous nous avez laissé un peu sur le sable tout à l'heure, parce que vous nous avez laissé avec deux exemples. En plus, on vous écoutait tous très religieusement, donc de ces deux couples d'enfants arrivés à des points. Voilà. Donc, on est resté sur ce paradoxe. Moi, j'aimerais que vous nous parliez aussi, dans votre activité de praticienne, ce qui a été votre relation avec les parents et les enfants, tout simplement que je puisse continuer à remplir ma... Oui, mais avant. Oui, les parents, mais même j'imagine qu'un certain nombre d'enseignants, parce que des enfants vous étaient confiés, enfin vous avez eu des interactions avec des enseignants. Vous comprenez, moi mon sujet c'est ma valise. On va essayer de remplir votre valise. Finalement, on peut rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites. La première, c'est les études dont a parlé Yann. C'est clair que s'occuper des enfants et motiver leur confiance en soi, même si c'est par des activités académiques, ça va leur permettre d'aller plus loin, même si sur le plan académique, ils ne sont pas tellement meilleurs que les contrôles, si j'ai bien compris. Ça me fait rebondir sur une chose importante dans la valise, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise en compte du nombre d'enfants en difficulté. C'est-à-dire que tant qu'on passera d'un enseignant pour 20 ou 22 élèves dans le 20e ou le 19e et un pour 25 dans le 7e, on ne résoudra pas la situation des élèves et des enseignants et des parents, parce que dans le 20e, il y a 20% d'enfants qui sont en difficulté, alors que dans le 7e, il y en a 1 ou 2%.
Donc ça, c'est une des premières choses qui me paraît relativement importante, qui n'est peut-être pas dans la valise des enseignants, quand même dans la valise du message à passer sur ce qu'on va leur offrir aux enseignants, dans le fond. Dans l'état actuel des choses, qu'on leur offre, c'est, si possible, une école la plus difficile possible quand ils commencent, dans leur département, et la possibilité, plus ils avancent dans la carrière, d'être dans des écoles de plus en plus faciles, des collèges de plus en plus haut niveau. Et puis, la deuxième chose, et c'est là où je dirais un petit peu l'expérience, c'est ce que disait M. Tadi et ce qu'il a raconté. Dans le fond, le plus important pour les enseignants, c'est de ne pas être tout seuls, eux aussi, face aux enfants en difficulté. Et c'est probablement une des choses qui me semble le plus extraordinaire dans ce projet Paris Santé Réussite, c'est que le fait de, premièrement, il n'y a pas de notes, mais il y a des évaluations. Parce que si on veut pouvoir aider les enfants, il faut savoir là où ils en sont. Donc c'est vraiment comme ça que c'est présenté. Ça n'est pas transformé en A, B, C, notes. C'est juste des groupes, la possibilité de faire du coup des groupes d'enfants en fonction de leurs besoins. Et c'est comme ça que c'est présenté aux enseignants et aux enfants. La deuxième chose, c'est de ne pas mentir aux enfants. C'est-à-dire, s'ils sont en difficulté, ils sont en difficulté. Et ils sont pas fous, les enfants. Ils savent très bien la différence entre eux. Donc, si vous voulez, l'avantage aussi de ces possibilités d'avoir une forme d'évaluation qui ne soit pas punitive, qui ne soit pas jugeante, mais qui soit juste, ben voilà, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas très grande et je n'ai pas les yeux bleus. Donc, on va faire avec et on va t'emmener le plus loin possible. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est la possibilité de parler des enfants en difficulté avec un autre professionnel. Donc, nous, la façon dont on procède, c'est qu'il y a un des professionnels, des 5 professionnels, donc de cette petite équipe, qui, quand il y a ces évaluations des enfants, échange avec les enseignants pour avoir leur idée sur les difficultés de l'enfant et de nous l'idée qu'on a sur ce qu'on pourrait faire pour l'aider. Et ça veut dire que si ça s'est fait régulièrement, c'est une façon pour les enseignants aussi d'avoir quelqu'un avec qui parler et trouver ce que vous racontiez sur les solutions, trouver des solutions parce que ce ne sera pas forcément la solution auquel ils auront pensé, ça pourrait être une autre solution. Donc ne pas laisser non plus les enseignants tout seuls trouver leur solution sans avoir la possibilité d'échanger, comme on fait finalement en médecine des staffs, quand on a des parents difficiles, des patients difficiles. C'est probablement parce que j'ai été un parent difficile. Il y a aussi des supervisions partout qui sont c'était quand même une invention extraordinaire, les groupes Baline, quand même, pour les médecins, la possibilité de parler de ce qui nous pose problème, donc aussi de la relation qui nous pose problème. On pourrait imaginer qu'il y ait aussi dans une certaine mobilisation avec des choses de ce genre, et puis avec des groupes de parole d'enseignants avec quelqu'un d'autre. Alors si je résume, Jacques-Antoine, vous nous avez rajouté des outils, et pas mal d'outils. François, il a mis beaucoup de capital humain. Et puis Catherine, vous avez décrit au fond un écosystème et au passage remis quelques moyens, particulièrement là où il y a beaucoup de difficultés. Yann, est-ce qu'il nous manque des choses? Peut-être une vraie grande réforme institutionnelle, non? Mais je sais plus. Alors je suis un peu embêté. Tu veux dire comme celle qu'on connaît depuis 2 ans, c'est ça? Exactement. Mais avant de répondre, tu as demandé un peu ce que faisait tout le monde, mais tu n'as pas demandé combien il y avait d'inspecteurs d'académie. Je demande le droit de savoir avant de répondre. Aucun. Vas-y, lâche-toi. D'ailleurs, mais je pense que les inspecteurs d'académie sont des dazaines. Oui, dazaines. Non, je pense qu'il y a
il y a un vrai problème parce qu'on demande aussi, je pense que beaucoup d'enseignants souffrent vraiment dans leur chair aussi un peu du tiraillement qu'on leur demande à l'heure actuelle. Bien sûr, la formation n'est pas au niveau de celle qu'on proposerait, par exemple, à Finlande, où dès le départ, dès la première année, on suit et des sciences de l'éducation et la filière spécialisée. On peut intervenir chaque semaine dans une école primaire avec quelqu'un d'expérience. Donc c'est sûr que c'est une différence profonde. Mais en même temps, si vous leur demandez ensuite de dire, très bien, si on leur propose en France de développer des compétences autres, quel est l'espace dans leur école, dans leur classe, le temps pour pouvoir avoir une approche individualisée, pour pouvoir se focaliser plus sur des problématiques d'autonomie décisionnelle, pour revenir sur l'énergie jeune. Le coaching de l'autonomie décisionnelle, ça prend du temps, c'est un vrai savoir, mais il faut aussi une plage horaire pour pouvoir effectivement développer ça au sein des classes. Si vous ne laissez pas ce temps-là et cet espace aux enseignants, de toute façon, ils ne pourront pas le faire. Et moi, je vois à quel point dans les... Alors, je trouve que ça change un peu. L'un des messages d'espoir, c'est qu'à chaque fois qu'on veut évaluer des nouvelles méthodes pédagogiques vis-à-vis de la petite enfance, ou pour la médiation par les pairs, ou pour stimuler l'autonomie décisionnelle, il y a vraiment maintenant un soutien du ministère de l'Éducation, qui propose des évaluations, que ce soit transparentes, pour pouvoir petit à petit construire notre socle de connaissances avant de généraliser. Mais c'est vrai que on est obligé de passer vraiment en force parfois sur certains inspecteurs d'académie. On en discutait ce matin, on était au Fonds d'expérimentation de la jeunesse pour généraliser le programme d'énergie jeune. Il y a certains inspecteurs d'académie qui considèrent que c'est une hérésie, que de toute façon ces jeunes élèves devraient uniquement avoir des cours supplémentaires de latin ou de mathématiques et certainement pas de prendre du temps pour développer des compétences sociales. Donc tant qu'on n'arrivera pas à casser ce maillon-là, malheureusement vous pourrez former différemment vos professeurs, ils n'auront pas l'espace de liberté pour développer ces compétences. Juste puisqu'on se lâche sur la notion d'inspection, si vous avez le choix entre discuter avec votre inspecteur des impôts et votre conseiller fiscal, avec lequel des deux vous êtes honnête, hein, et donc moi c'est une question que je pose régulièrement à nos amis inspecteurs, et beaucoup d'entre eux préféreraient être dans cette position de conseil, qui fait d'ailleurs partie de leur mission. Mais à partir du moment où ils ont les deux missions simultanées et qu'en plus ils gardent le nom d'inspection, tous les autres inspecteurs peuvent envoyer les gens en prison, l'inspecteur des impôts, l'inspecteur de police, l'inspecteur sanitaire, etc., l'inspecteur du travail. Donc moi je leur dis, mais demandez soit plus de pouvoir, soit à changer de nom. Mais il faut être cohérent. On arrive au moment où je pense qu'on peut prendre un peu de temps pour échanger avec vous. Ce que je vous demanderais peut-être quand vous prenez la parole, c'est à la fois de vous présenter, dire qui vous êtes, et puis de dire peut-être à qui prioritairement votre question s'adresse. Ce qui serait formidable, comme vous êtes très nombreux, c'est que vos questions soient évidemment courtes. Vous savez, on a essayé d'avoir des interventions courtes de ce côté-ci de la salle. Madame. J'essaie de prendre madame, puis monsieur. Alors, madame en bleu, puis on ira juste derrière vous, madame, et puis il y a monsieur qui a levé la main, et puis ensuite vous, monsieur. 4 inscrits déjà. Oui, on peut grouper les questions, ouais, ça me paraît une bonne stratégie. Esther Dubois, donc moi je suis présidente de l'association Complexe ' Cité. Très vite, hein, je viens des territoires, j'ai travaillé pendant 30 ans dans les collectivités territoriales, diriger l'aménagement, les transports, l'économie de manière transversale. J'ai créé cette association en connexion avec Edgar Morin pour mettre en pratique la complexité sur le territoire. Donc je voulais juste intervenir sur cette question parce que moi il me semble qu'il y a une compétence qui manque, c'est l'expérientiel. Ce qu'on propose aujourd'hui justement avec la Fondation Edgar Morin, on est en train de créer un concept d'école de territoire sur Nantes, parce qu'il y a déjà une expérience assez importante qui existe déjà mais qui n'est pas du tout mise en évidence, qui part de l'idée en fait comment est-ce que je peux apprendre de mon territoire pour comprendre mon territoire et pour me développer puis devenir auto-entrepreneur sur mon territoire. Alors moi je l'ai fait de manière on va dire en chambre à la Sorbonne avec des étudiants qui étaient en géographie. Je les ai fait travailler sur leur propre territoire, dans leur tête et dans leur lieu. Ça change tout et sur la façon de communiquer leur territoire comme ils veulent.
Ça change tout. Bon, sauf que j'ai fait ça 7 ans dans une école, 7 ans dans une autre, mais à chaque fois je me suis fait virer parce que ça demandait de l'interdisciplinarité entre les profs. Ça aussi, c'est une vraie question. Parce que quand vous disiez tout à l'heure que les professeurs doivent coopérer, ils doivent aussi coopérer, parce que même moi j'ai une fille de 11 ans, on parle d'interdisciplinarité, puis en fait dans le réel, il ne se passe rien. Il ne se passe pas vraiment de travail entre les professeurs sur la liaison de certaines disciplines, sauf certains que je trouve remarquables. Donc juste, ma question c'est, au niveau de l'école de territoire, juste pour finir, il y a 4 niveaux. Vous êtes 4 à devoir parler au moins déjà. C'est développer des classes préparatoires de découverte du territoire, c'est l'exploration in situ, c'est pour ça que je parle de l'expérientiel. Donc du coup, on est aussi dans l'étonnement, la découverte. Je ne parlerai pas de la méthode que j'utilise aujourd'hui, parce que je ne vais pas tout dire. Mais pour moi, il y a l'étonnement, il y a le doute, il y a le mouvement. On va travailler beaucoup sur la mobilité. Vous êtes d'accord, à ce stade, c'est pas vraiment une question. Alors je finis. Donc il y a la question des chantiers donc sur le territoire. Donc il y a différents niveaux. Alors ma question, c'est pourquoi effectivement cette question cognitive ne part pas de mon territoire cognitif dans ma tête, et de mon territoire tel qu'il existe. Il peut être imaginaire. Il peut être imaginaire, comme il peut être un lieu, comme ça peut être des lieux. Et on parle beaucoup de développement durable. Donc voilà, pourquoi ne pas partir des territoires comme une école au préalable qui pourrait fonctionner pour les adultes, les enfants, les personnes âgées. C'est déjà le cas sur Nantes. On vous a entendu. Merci infiniment. Je passe la parole à votre voisine, puis monsieur là-bas et monsieur au même rang que vous. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Judith Grimbach, je suis réalisatrice et j'aimerais bien faire un documentaire sur tout ce dont on est en train de parler. C'est une question sur le passage à l'échelle en fait, parce que contrairement à la société privée et civile où il y a beaucoup d'horizontalisation avec l'économie collaborative et où finalement quand on a une idée on peut juste faire une start-up, avec l'école je pense qu'on ne peut pas bypasser l'éducation nationale. Donc comment est-ce qu'on change les mentalités dont vous parlez qui n'arrivent pas à évoluer, et comment on fait pour que Céline Alvarez, qui quand même montre des résultats absolument extraordinaires, ne se retrouve pas à démissionner de l'éducation nationale, et enfin c'est des preuves quoi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à part montrer justement que ça marche pour changer les mentalités? D'accord, sur la résistance du milieu. Alors, monsieur, vous aviez levé la main. Maëlys, tu peux. On va prendre 4 premières questions. On aura sans doute le temps pour une deuxième salve. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Olivier Bréchard. Une question sur les C. Ça fait des années que je travaille sur les enjeux de créativité, de convivialité, des charmes du cri, pas mal de choses comme ça. Et j'ai lu un article récemment dans Slate qui m'a fait me poser 2-3 questions, qui était un écrivain qui a beaucoup travaillé sur justement ces sujets de créativité, collaboration, collaborative communities. Et c'est de demander s'il n'y avait pas un côté idéologie Silicon Valley des années 60. Et c'est-à-dire que pendant des années, la créativité, les moyens de rébellion de la jeunesse, d'être comme ça, c'était autour de la poésie, de l'art, de pas mal de choses. Et aujourd'hui, finalement, à part être créateur d'une entreprise sociale, c'est encore mieux, d'une entreprise share de WeShare, des choses comme ça, c'est encore mieux, mais en tout cas, c'est le côté entrepreneur, créatif, etc., qui est la norme, la règle pour s'épanouir dans plein de domaines différents. Et pendant longtemps, c'était pas ça, il y avait toute une dimension de rébellion, d'artistes, de refus de cette société, qui était un moyen de... Voilà. Et ça, je ne me suis pas posé cette question pendant des années. Et puis l'article de Slate m'a fait me dire, oh, est-ce que c'est vraiment les creative and collaborative communities qui sont notre manière d'être fondamentale, ou est-ce qu'on hérite d'une vision de la Silicon Valley? C'est une question, une critique curieuse, vraiment. Il faut rompre avec les 4 C pour arriver au R de rébellion. Et une réinvention, donc il y a d'autres R en plus. Monsieur. Oui, merci, bonsoir. Moi, tout d'abord, je suis ingénieur, mais avant tout parent et grands-parents. Donc, si vous voulez, le problème des enfants, je connais bien. Je connais bien en tant que citoyen. Et moi, ce qui me taraude, c'est que dans ce débat, vous n'avez pas parlé des parents. Parce qu'il y a un rôle extrêmement fondamental. On en a dit un mot. Oui, vous en avez dit un mot, mais si vous voulez, la relation enseignant-parent. Pour moi, les parents, ils ont un rôle essentiel dans l'éducation des Personne n'a soutenu le contraire. Oui. Enfin, me semble-t-il, je laisserai répondre les panélistes. Non, d'accord. Et votre question, non? Oui, ma question, si vous voulez, pour moi, si vous voulez, la vie est extrêmement récursive. Après, on est dans une société qui bouge énormément. Pour moi, ce qui est vraiment essentiel, ce serait de générer un brassage turbulent pour pouvoir
pour que l'on puisse s'en sortir. Très bien. Alors, j'ose plutôt que d'assigner de façon autoritaire les réponses à un tel ou un tel, peut-être refaire un tour de table rapide de ce côté-ci, puis vous faites du cherry picking, vous prenez celle des questions que vous avez envie de traiter, ça vous convient comme méthode? Qui me dit mon consent? Catherine? Je ne répondrai pas sur le territoire. Juste sur les parents, vous avez complètement raison, hein, c'était sous-entendu, mais ça vaut mieux en le disant. Le soutien aux parents, l'accompagnement des parents, c'est un accompagnement, je dirais, collectif de l'enfant et des parents, bien entendu. Jacques-Antoine. J'en ai deux. C'est le vrai pouvoir. Par rapport à la révolte, j'ai envie de dire de façon un peu paradoxale que finalement ceux qui se révoltent le mieux sont les enfants qui sont en échec. C'est eux qui questionnent effectivement tout le système, et évidemment ils ne le font pas dans cet objectif, mais ce sont, j'ai envie de dire dans une certaine mesure, les plus intéressants dans le système scolaire. Même si évidemment après il y a la question du changement d'échelle, évidemment par définition ils n'apportent pas de réponse, et c'est à nous quand même de trouver les réponses. Là j'ai envie de vous cuisiner un peu, donc c'est mon rôle. Ils sont révoltés ou victimes? Les deux, parce que je crois que ça va ensemble, mais enfin, ils se révoltent pas, enfin, ils se révoltent contre un certain nombre de choses. Je disais tout à l'heure, en tout cas dans ma pratique de psy, je vois beaucoup de jeunes qui font la grève, ils s'arrêtent, ils n'ont pas envie de grandir, ils n'ont pas envie d'entrer dans cette société, etc., etc. Ils n'ont pas envie d'être dans la compétition, ils en ont marre de la compétition, et donc je le dis encore une fois de façon paradoxale, mais je pense qu'il y a, et on est là pour ça ce soir, il y a des choses à entendre de cette attitude qui questionne tout le système, encore une fois. Mais ils sont aussi victimes du système, et comme je disais tout à l'heure, je pense que vous disiez monsieur, c'est-à-dire de ce qui se joue entre les parents et les professeurs, et entre les parents et l'école. Je suis parent d'élèves aussi, j'ai reçu un mail aujourd'hui des représentants des parents au conseil de classe. C'est un appel à la lutte contre les professeurs et contre l'école, quoi. Quelles sont vos récriminations contre l'école et les professeurs? Donc évidemment quand on part de là, c'est quand même pas terrible, c'est la lutte de tous contre tous, quoi. C'est la vraie lutte des classes, alors, cette Yann, j'ai pas osé le dire. Yann. J'essaierai de répondre et sur les parents et sur comment scale up, comment donner ça à grande échelle, ce type de réforme. Sur les parents, vous avez vraiment raison. Je pense qu'il y a deux enseignements. Le premier, c'est que le rôle des parents est différent selon l'âge des enfants. Exactement comme les compétences non cognitives se développent différemment. Par exemple, tout ce qui est vraiment sécurité émotionnelle est absolument essentiel au moment de l'enfance. On s'aperçoit que leur rôle est très très important au niveau de l'adolescence ou juste au-dessus, par exemple sur tout ce qui est orientation. Et vous avez une superbe expérimentation qui s'appelle la mallette des parents, qui montre que juste le fait d'inclure les parents de façon un peu plus régulière avec les professeurs, juste pour donner quelles sont les différentes grandes orientations possibles à leurs élèves, change complètement et la confiance des parents vis-à-vis de l'institution, mais aussi les choix d'orientation, et ça évite beaucoup de décrochage scolaire et beaucoup d'échecs. Et pourtant, c'était un programme vraiment très très léger, et ce qui permet d'aller un peu sur les niveaux de comment mener à grande échelle. Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, je vais peut-être raisonner en tant qu'économiste, c'est vrai que vous avez des politiques publiques qui sont plus ou moins coûteuses. Lorsque vous vous adressez à des élèves vraiment en difficulté, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire ça à complètement grande échelle, ça coûte très très cher. Vous avez d'autres pratiques, comme la mallette des parents, qui coûtent strictement vraiment absolument rien, et vous pouvez le faire à grande échelle. Mais plus généralement, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à l'économie politique de la réforme. En France, on a pendant beaucoup trop longtemps donné des bons conseils et dire ce qu'il fallait. Il serait qu'à prendre toutes les recommandations sur les réformes du marché des biens ou du marché du travail qui datent des rapports UF des années 50, et on repose ça tous les 10 ans sans savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place cette réforme. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles Najat Vallaud-Belkacem a reculé finalement sur cette question de notation, c'est qu'elle avait très peur effectivement d'être prise en disant « Ah mais on va l'appeler l'école de la confiance, l'école de la bienveillance, je vais me prendre l'ensemble des anti-pédagogues ». Il y avait une autre façon, et je pense qu'elle réfléchit là-dessus, mais à mon avis, une façon intelligente, c'est de se dire que ça peut pas, si vous voulez développer la coopération au sein de l'école, ça peut pas être des pédagogues qui arrivent et qui disent « Voilà ce qu'il faut faire dans votre école ».
ça peut venir que aussi un peu de la base. Et une bonne façon de réformer, ça aurait été au moment justement des rencontres de l'éducation nationale, de mettre en place un site en disant voilà, ce qu'on vous propose, c'est que l'ensemble des enseignants qui ont des bonnes propositions et qui de toute façon eux-mêmes expérimentent dans leur quotidien la difficulté et comment est-ce qu'ils ont à traiter, qu'ils puissent avoir des expériences partagées. Et nous, au niveau du ministère, on s'engage à choisir, voilà, on va essayer un peu de voter, et déjà qu'il y ait une transparence sur ce qui s'est fait dans les différentes écoles, et puis qu'on essaye de prendre les 4-5 pratiques qui semblent les plus consensuelles ou les plus innovantes, on les évalue, on se donne le temps d'une année pour bien évaluer, et puis une fois que tout le monde est rassuré d'une façon transparente, on généralise. Mais je pense que la réforme n'arrivera à passer que si on a vraiment cette force de proposition par le bas, et en plus avec une évaluation, autrement on pourra refaire ce même débat dans 50 ans. On existera. François, le groupe, tu as aussi débuté pour répondre, peut-être, ou tenter de répondre à la question d'Esther sur les territoires. Pour l'instant, on a adressé... Les révolutionnaires... les rebelles. Les rebelles. Donc, sur les territoires, je pense qu'il y a effectivement besoin de s'impliquer dans les territoires où il se passe des choses qui sont différentes d'un territoire à l'autre, c'est une évidence. Ce qui pose un problème dans un pays où on essaie d'avoir un seul modèle qui doit s'imposer de la même manière partout. Donc là, il y a une première question. On peut aussi engager et faire confiance aux gens sur les territoires, en particulier aux enfants et aux équipes enseignantes. Je parlerai d'une association qui s'appelle SynLab, qui fait un projet que je trouve très intéressant sur certains territoires, qui est en train de se déployer. C'est une initiative qui nous vient d'Inde et qui a touché déjà des millions d'enfants. C'est une initiative qui fait confiance aux enfants dans leur capacité à identifier un problème sur leur territoire, ça peut être dans leur école ou dans leur quartier, et à chercher des solutions, à essayer d'en implémenter au moins une, et à raconter ce qu'ils ont fait. Donc c'est juste ces 4 étapes. Et ça donne des résultats qui sont spectaculaires en termes de capacité à mobiliser les enfants et à faire d'eux des acteurs de changement. Et je pense qu'on a besoin de former les enfants et les enseignants et les parents et en fait tous les acteurs à être des acteurs de changement. Juste sur le conservatisme, je voulais rebondir sur ce que disait Yann tout à l'heure. En médecine, il y a un monsieur qui s'appelle Semmelweis, il a été le premier à dire que quand on sort d'une salle d'autopsie et qu'on rentre dans une salle d'accouchement, on doit se laver les mains. C'est généralement relativement admis aujourd'hui, en particulier par les femmes. Sauf que quand il a dit ça, personne ne l'a cru et il a fini dans un hôpital psychiatrique. Donc la résistance au changement, y compris des médecins qui sont des gens proches de la science normalement, est importante. Donc elle est présente partout. Il faut en avoir conscience parce que, en fait, ce que disait Semmelweis, c'est si vous lavez les mains, vous sauverez des vies. Et ce que les gens entendaient, c'est pendant des années, on ne sait pas laver les mains, et donc on a des morts sur la conscience. Et donc c'est très dur, en fait, d'entendre ce genre de choses, parce que ça remet en cause profondément les différents acteurs, que ce soit les parents, par exemple, et leur propre éducation, je ne parle même pas des enseignants, des inspecteurs, etc. Donc voilà, il y a un vrai problème de résistance au changement. Pour répondre à la question sur les rebelles, Helga Novotny, qui est l'ancienne présidente du Conseil européen de la recherche, dit que le but de l'éducation devrait être de former des rebelles compétents. Parce qu'en fait, tu parlais de décrocheurs rebelles, mais par définition, ils ne sont pas suffisamment compétents pour être considérés comme pertinents pour contribuer à changer le système à la génération d'après. Et si par exemple on prend d'anciens décrocheurs ou d'anciens élèves en difficulté, ça fait en fait d'excellents enseignants, parce qu'ils savent ce que c'est que d'être en échec et ils peuvent accompagner les élèves dans leurs difficultés. Et donc, on a parlé des C, on aurait pu parler de... Tu as commencé à évoquer les R, on pourrait parler de Q, comme de questionnement. Et donc je pense qu'on a besoin de questionnement. L'idéologie du questionnement, c'est Socrate. Voilà, c'est pas forcément nos amis de la Silicon Valley ou d'ailleurs, c'est quelque chose que chacun d'entre nous peut faire, et chacun d'entre nous peut questionner le système dans lequel il est, dont on a tous hérité, et on peut tous contribuer par ce questionnement à le remettre en cause. Et je pense qu'il faut faire confiance à tous les acteurs, à commencer par les enfants eux-mêmes. Les Anglais, par exemple, ont fait depuis un certain nombre d'années, ils ont questionné les enfants sur quelle est l'école qu'ils aimeraient avoir. Est-ce que nous, on est prêts à faire ce genre de choses? Comment est-ce qu'on implique les enfants? Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants dans cette salle. Si on veut parler de ça, pourquoi est-ce qu'on ne se rapproche pas d'eux? Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas avec eux sur ce que c'est que d'être un apprenant au XXIe siècle? Je peux vous dire qu'aucun d'entre nous, apparemment, n'est né avant le XXIe siècle, et donc on a tous un peu de mal à savoir ce que c'est que d'apprendre au XXIe siècle. On a tous importé des choses du XXe siècle dans le XXIe siècle. Mais peut-être qu'on pourrait co-construire avec les enfants des solutions du XXIe siècle. Pour moi, ça serait vraiment ça, leur faire confiance et les aider à avoir confiance en eux et en nous.
Encore, on peut prendre encore 2 ou 3 questions, si vous êtes synthétique. Alors, il y a quelqu'un qui tend la main tout au fond. Il faut qu'il y ait une prime à ceux qui sont au dernier rang, parce que c'est moins bien installé que ceux du premier rang. Ceux qui sont arrivés en retard. Dans l'école, c'est vachement important de donner la parole. Il y a un radiateur au fond. Monsieur, qui sont arrivés très en retard et qui sont... Ils en sont désolés. Voilà. Je m'appelle Gauthier Clois, je ne viens pas du monde de l'éducation, j'ai un background plutôt dans le commerce, je suis cadre. Mais j'ai créé une association qui s'appelle Rêvons, qui intervient dans les écoles sur la motivation. On demande aux élèves de lister leur job de rêve et on vient quelques semaines après avec des jeunes qui sont dans cette job pour créer un lien et leur permettre de développer une motivation et donc une envie d'apprendre. Et puis j'ai aussi été prof en lycée pendant une année. Ma question, vous parliez tout à l'heure, je crois que c'était François qui parlait du fait qu'on n'a pas un seul métier dans sa vie. Je voulais avoir un petit peu votre opinion sur le fait que, est-ce que, à votre avis, considérer l'enseignement comme une partie, un chapitre de sa vie, et avoir des allers-retours de gens qui viendraient de secteurs différents dans le monde de l'enseignement, c'est à votre avis une bonne chose, apport de compétences, apport d'expériences différentes, ou au contraire c'est un métier spécifique qui demande une expérience profonde et donc qui n'est pas tout à fait compatible avec des allers-retours de gens différents. On prend une question. Catherine a abordé tout à l'heure un peu la question des ressources humaines, sur l'allocation des ressources les moins expérimentées dans les zones les plus difficiles et les plus expérimentées dans les zones les plus faciles. Je crois que ce serait intéressant d'avoir votre avis sur ces allers et retours. Une deuxième question. Il y aura nécessairement des frustrés. Hein. Donc je vous en prie, mademoiselle. Bonjour, je suis professeure. J'aimerais savoir... Alors, excusez-moi, je suis un peu stressée. Tout va bien se passer. Ouais, je suis pas habituée à parler dans un micro. Est-ce que vous pouvez nous parler du concept de résilience en milieu scolaire? Comme il était très court, on va même en prendre 2. Voilà. Paul Dorville, principal de collège. En fait, ma question est relativement simple, j'espère qu'elle va apparaître comme telle. Il m'apparaît que le fermoir de notre chaîne, ce sont les enseignants. Et c'est le cœur du cible. Et est-ce que notre difficulté n'est pas à la fois d'accompagner les enseignants dans ce qu'en le Bauterf appelle l'employabilité, ou l'incapacité qu'a le système à contraindre les enseignants à être employables? Je lisais la phrase de M. Tadei tout à l'heure, où il disait que la technique et la science courent et les autres, nous, on marche. Et c'est le seul métier où on peut faire la même chose 40 ans plus tard, sans qu'il y ait de conséquences. Un médecin, un pilote, n'importe quelle autre personne va devoir évoluer, s'adapter pour rester vivant professionnellement. Un professeur peut faire cours aujourd'hui, comme il le faisait il y a 40 ans, sans qu'on ait la capacité de le contraindre à changer. Et je termine juste en disant qu'il y a quelque chose qui m'a effrayé en regardant LCP, M. Bigol était présent, il y avait M. Attali, le 19 décembre. Voilà. Il y a on a eu un spectateur ce soir-là. Avec Akili, oui voilà. Non mais j'ai trouvé ça remarquable, pas parce que vous y étiez, hein, mais on a interrogé 4 personnes, dont une adolescente qui avait fait l'aller-retour en Angleterre. Et quand on lui a demandé qu'est-ce que vous retenez de la différence entre le système français et le système anglais, elle a répondu, ouvrez les guillemets, les professeurs en France font peur, ils humilient, fermez les guillemets. Quand on entend ça, si on n'a pas envie de se dire que tant qu'on ne réglera pas la question de l'enseignant, et c'est difficile à dire parce qu'on donne l'impression de les stigmatiser alors qu'en même temps c'est pas du tout le propos. Mais il faut qu'on comprenne que dans le système, la culture passe avant la structure. Et si on s'amuse à changer tout le temps, sans que jamais l'enseignant qui donne confiance à l'élève, qui l'amène quelque part, on n'a pas la capacité à l'obliger ou à l'accompagner, de mon point de vue, on n'y arrivera pas. Qu'en pensez-vous? Vous retrouvez cette excellente émission sur le web. Monsieur. Non, mais je vous la recommande. Et bien parce que c'était moi. Oui, bonjour, moi je suis belge et j'ai créé une fondation et je forme aujourd'hui en Belgique 1000 enseignants par an
au savoir-être. Et en fait, je crois que c'est ça qui manque dans la formation des enseignants, c'est le savoir-être, c'est comment fonctionne un cerveau, comment fonctionne une personne, pourquoi, comment on est motivé, comment le stress, on peut le gérer. Et je crois aujourd'hui qu'il y a un véritable travail à faire auprès des enseignants, et je vous rejoins entièrement, parce qu'ils sont à la base même de tout ce qui se passe dans l'école, et c'est simplement voilà, apporter aujourd'hui ces connaissances qui sont des connaissances de sciences humaines, de neurosciences, de biologie, de tout ce qui est la connaissance de l'humain. Voilà, je voulais simplement vous dire ça. Merci. Je viens de loin. Je suis désolé, je suis vraiment confus parce que j'ai au moins noté 10 bras qui se sont levés et que je ne vais pas pouvoir, au premier rang, derrière, au milieu, je ne vais pas pouvoir prendre au vogue. On a terminé par François, on commence par François et puis chacun s'astreint à cet exercice de réponse. François, ce sera en même temps ton mot de conclusion, pardon. J'avais la chance hier d'être dans une conférence avec Edgar Morin. Et il parlait de la connaissance. Et il disait qu'il faudrait avoir une connaissance de la connaissance. Une connaissance de la connaissance de soi, une connaissance de la connaissance du cerveau, de nos capacités, et une connaissance de nos erreurs, une connaissance de l'ensemble de ces dimensions. Et cette connaissance, lui, il milite pour ce genre de choses depuis longtemps. Ça arrive très très doucement. Il faut qu'il ait la longévité qu'il a pour espérer voir les changements à l'œuvre. Et on voit bien qu'il y a besoin, tous ensemble, en fait, de demander ces changements. Et je pense que je me vois mal contraindre les enseignants. Je pense que beaucoup font déjà des choses malgré toutes les difficultés qui peuvent être les leurs. Je pense qu'ils ont besoin d'être accompagnés et on a besoin de leur offrir une formation, éventuellement initiale ou continue. On a besoin de leur offrir des lieux où ils vont pouvoir travailler ensemble. Et je pense qu'on a besoin de développer leur résilience et leur capacité à comprendre, en fait. Parce qu'on a aussi, et ça n'a pas été dit, je crois, ce soir, des enseignants qui sont parmi les plus stressés du monde. D'accord ? Donc on a besoin de comprendre ça. Donc quand on dit qu'il faut les former au savoir-être, et à ce que c'est que le stress, à ce que c'est que l'empathie et la compréhension, ça doit commencer évidemment par eux-mêmes. Donc ça me semble quelque chose d'important, mais on les oublie souvent. Et c'est vrai que dans les formations et dans leurs évaluations, etc., on ne met pas ce genre de choses au cœur de leur sélection et autres. Donc on a vraiment besoin de comprendre comment, je pense que c'est ce que j'essayais de dire rapidement tout à l'heure, on a besoin de faire confiance aux enseignants si on veut que le système évolue, parce que c'est la clé de voûte du système, et donc c'est la clé de voûte du changement du système. Et donc il faut leur faire confiance fondamentalement et les accompagner dans cette démarche en leur disant vous n'êtes pas seuls dans cette volonté de contribuer au changement. Il y a des acteurs très différents qui peuvent venir de disciplines différentes, qui peuvent venir de la société civile, qui peuvent avoir changé de métier plusieurs fois et qui peuvent souhaiter à un moment donné contribuer à faire évoluer les choses. Je pense qu'on a tous besoin donc de faire confiance fondamentalement aux enseignants et de créer une dynamique de confiance. Parce que s'ils essayent de faire quelque chose de différent, il faut qu'eux aussi aient le droit à l'erreur, à l'expérimentation et à un regard bienveillant sur ce qu'ils font. Il faut les aider à travailler collectivement et à coopérer, dans cette critique constructive dont je parlais tout à l'heure, entre eux et à communiquer et à raconter ce qu'il se passe d'intéressant et aussi les difficultés qu'ils peuvent reconnaître. Bien, est-ce que dans la science, on a des évidences sur... il n'est pas le seul à représenter la science, parce que vous êtes mauvaise langue. Je suis obligé de dire quelque chose parce que je trouvais ça très très bien. C'est vrai? Je n'ai pas grand chose à rajouter. Non, mais j'avais très envie de revenir sur la question de la mobilité. Est-ce qu'il faut être enseignant toute sa vie? Non, mais alors, est-ce qu'il y a un peu de littérature en économie de l'éducation ou pas du tout sur ça? Certainement, mais je dois avouer mon ignorance. Cela dit, c'est vrai qu'à réfléchir avec les modes du privé, il y a une vraie complexité dans le système scolaire et je pense qu'on a bien insisté sur ce point, c'est que les professeurs sont souvent démunis, sont souvent seuls. Alors en même temps, c'est aussi un peu le luxe de ce métier, de pouvoir, mais il y a une espèce de détresse vis-à-vis de l'ensemble, aussi bien des enseignants, des autres enseignants, des collègues ou des élèves, mais aussi des principaux de collège. Parfois c'est extrêmement dur, on sent que la défiance est vraiment entre l'ensemble des acteurs. Et je ne connais pas
de boîte qui investit aussi peu en ressources humaines. C'est quand même extraordinaire. Donc vous, lorsque vous me disiez effectivement que vous avez connu d'autres types de parcours, je pense que si un enseignant savait à quel point on s'occupe beaucoup mieux de l'être humain ou de l'ensemble des salariés et des employés. Non, mais je ne veux pas être caricatural, je pense justement qu'il y a eu beaucoup trop longtemps dans le monde enseignant une vision extrêmement caricaturale du monde de l'entreprise. Il y a zéro investissement en ressources humaines au ministère de l'Éducation. Pas une seule entreprise pourrait se maintenir en vie en investissant si peu dans la relation humaine. Et malheureusement, je pense que ça, c'est quelque chose qui pose un vrai problème. Et il y a un problème aussi, si vous voulez, je veux pas... donc, je pense qu'avoir ce va-et-vient serait très bien. Et je pense que des personnes qui viennent du monde privé, qui arrivent dans le monde de l'éducation et qui s'aperçoivent à quel point on a besoin de parler aux autres, de coopérer aux autres, de monter des projets aux autres pour réussir, je pense que ça serait vraiment un souffle nouveau très important. Merci. J'ai envie de terminer sur une note un peu positive. En tout cas, je me sens un peu en imposture ici, là, sur cette scène, parce que j'ai entendu plusieurs interventions qui me paraissent très intéressantes. C'est-à-dire, on se demandait tout à l'heure, on posait la question, qu'est-ce qui peut faire changer les choses? Il y a quand même le monde associatif, visiblement, il y a pas mal de représentants ici, c'est-à-dire de gens qui travaillent visiblement à la base, et qui peuvent, je crois pas trop que le changement monte, mais en l'occurrence, peut-être que c'est quand même possible, effectivement, de petit à petit, que les choses changent par le bas, par des bonnes volontés, on en a entendu plusieurs, et à la limite, je trouve que vous avez peut-être des choses plus intéressantes à dire que nous, peut-être. Et alors la résilience, comment on fait quand on l'a pas? Parce que c'est quand même très bien de l'avoir. Non, je ne rajouterai rien qu'il y a des expériences d'enseignants qui sont devenus, en particulier dans le monde paramédical, il y a un certain nombre de paramédicaux qui viennent du monde de l'enseignement et vice-versa, qui restent, et des paramédicaux qui deviennent enseignants. Donc il y a quand même des mobilités possibles, et en tout cas c'est sûr que faire toujours le même métier sans avoir un projet qui vous fasse de l'oxygène, qui soit si possible collectif avec d'autres personnes, c'est évident que ça ne peut pas rendre les gens mobiles et adaptatifs. Merci beaucoup d'être resté avec nous si tard. Je crois qu'on termine presque à l'heure. Merci infiniment à tous les quatre, et merci à vous tous d'avoir rendu cet échange possible.